À tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence d'actualité animée par le professeur Antoine Dingsuan, qui est professeur des universités, de l'université Paris-Cité, et chef du service de physiologie et exploration fonctionnelle à l'hôpital Cochin à Paris. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous le professeur Antoine Dingsuan parce qu'il est déjà intervenu à plusieurs reprises. Vous connaissez ses qualités pédagogiques. Je voudrais simplement préciser que ses recherches portent sur la physiologie respiratoire, la physiopathologie des maladies pulmonaires et bien sûr, c'est un spécialiste, si je puis dire, de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Il va donc nous parler de l'exploration fonctionnelle respiratoire moderne du haut de ses 177 ans. Pourquoi et pour qui en 2023? Johan, tu as la parole et Merci merci de beaucoup, ta Étienne. présence. Donc, merci beaucoup de cette introduction. En fait, aujourd'hui, je fais ce topo pour la première fois. Donc, je vais d'abord vous demander votre indulgence si parfois ma langue fourche. Et puis là, je vais aussi, en quelque sorte, en terre inconnue, non pas concernant l'exploration fonctionnelle respiratoire, mais surtout parce que, comme vous allez le voir, je vais essayer de faire un petit peu à la fois l'historique, mais aussi les différentes étapes de l'histoire, non pas de l'humanité, mais de l'homme moderne, vis-à-vis de la respiration. Donc, sans plus tarder, essayons de faire quelques années en arrière pour voir ce que pensaient nos anciens concernant cette fonction que vous connaissez bien tous, à savoir la fonction pulmonaire. Alors, comme vous le voyez ici, Hippocrate, hein, et quel médecin ne connaît pas ce fameux à la fois scientifique, médecin et philosophe, eh bien, il pensait que les poumons servaient essentiellement à refroidir l'air à refroidir, pardon, le sang qui provenait du cœur, sur le principe simple que la ventilation refroidit une pièce, eh bien, les poumons qui ventilent sont là uniquement pour empêcher ce sang de devenir trop chaud et donc empêcher la fièvre qui accompagne les maladies. Voilà ce que pensait notre cher Hippocrate, à qui on doit prêter serment, ou du moins le serment d'Hippocrate qui est connu par tous les étudiants en médecine. Alors ensuite, Aristote. Aristote, que tout le monde connaît aussi, eh bien, avait cette idée peut-être pas très géniale, et en tout cas fausse, qui nous disait que en fait, les poumons, en fait, ne sont qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul poumon pour l'homme. Voilà. Donc, encore une autre idée fausse venant d'un illustre scientifique du XVIe siècle, d'avant, d'avant l'ère chrétienne. Et ensuite, un petit peu plus tard, Galien pensait que, en fait, là encore, un Galien, médecin célèbre, pensait que le rôle des poumons était simplement de faire dégager de la vapeur, un petit peu probablement, suite à l'observation et qui se voit davantage de là où vit Yves que de là où nous vivons. Les poumons parfois dégagent de la vapeur lorsqu'on respire dans le froid. Voilà ce que pensait Galien. Et enfin, Heu, il a fallu attendre bien longtemps, c'est-à-dire, lors de l'arrivée de William Harvey, qui n'est pas un pneumologue, mais qui s'intéressait surtout à la circulation pour, voir, au XVIIe siècle, la première description à la fois exacte et précise concernant la circulation pulmonaire. Et donc, William Harvey, qui est un petit peu considéré comme étant le père de la cardiologie, avait tellement bien décrit cette circulation pulmonaire que cela a aidé ensuite aux autres de mieux comprendre à la fois la structure des poumons et puis par la suite la fonction de ces poumons. Alors, ensuite,
Eh bien, il a fallu attendre encore un petit peu plus tard, donc le début du 19e siècle, pour voir apparaître les premiers dispositifs, les premiers appareils permettant de mesurer la fonction respiratoire, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, le tout premier appareil, vous le voyez ici, a été inventé par Edward Kentish et il appelait à l'époque un pulmomètre, un appareil permettant la mesure de la fonction pulmonaire. Et en fait, il a fallu attendre 1846 avec cet appareillage et qui inaugure l'ère moderne de l'exploration fonctionnelle respiratoire et cet appareil n'est rien d'autre que le spiromètre de John Hutchinson. Alors John Hutchinson avait euh, construit cet appareil en 1846, et donc si mes comptes sont exacts, 1846, 2023, ça nous fait exactement 177 ans. Et beaucoup de physiologistes considèrent qu'avec l'appareil d'Hutchinson, eh bien, était née la physiologie respiratoire moderne et puis les techniques d'exploration fonctionnelle respiratoire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le voyez, Hutchinson avait déjà compris que pour mesurer l'air dans les poumons, il faut pouvoir connecter cet air pulmonaire avec une enceinte hermétique, ensuite adaptée et modifiée par M. Tissot, la fameuse cloche de Tissot, qui est basée exactement sur le principe qu'avait trouvé Hutchinson. Et cet appareil-là, inventé en 1836, fut ensuite amélioré au fur des années pour donner cet appareil toujours sous la marque de Hutchinson, mais on le verra par la suite, d'autres auteurs se sont inspirés pour développer d'autres appareils ressemblant à ce premier appareil. Et donc, quels que soient les appareils ultérieurs, tout le monde s'accorde à dire que Hutchinson est probablement véritablement le père des explorations fonctionnelles respiratoires modernes. Voilà donc la publication datant de 1846 par John Hutchinson, qui, soit dit en passant, était un chirurgien, mais c'était bien lui qui avait pensé à mesurer la fonction respiratoire avec son spiromètre. Et déjà, vous voyez que dès 1846, les notions que l'on enseignait encore aujourd'hui aux étudiants en médecine, à savoir la capacité vitale, le volume résiduel, eh bien, avaient déjà été imaginées par Hutchinson. Et ça, c'est extrait de la publication Princeps, datant de 1846, de Hutchinson, où il parlait déjà du volume résiduel, de la capacité vitale. Alors, il parle ici de l'air que l'on respire, en fait, du volume courant. Bien sûr, la représentation ici est fausse, mais les idées princeps étaient là. Donc, c'est dire à quel point Hutchinson était génial et son génie ne s'arrêtait pas là. Parce que dès 1846, eh bien, il avait démontré que nos volumes pulmonaires variaient en fonction de notre morphologie et notamment en fonction de la taille. Maintenant, tout le monde comprend pourquoi, mais à l'époque, c'était lui le premier qui avait dit, bah, en fonction de votre mensuration, eh bien, vous allez avoir des volumes qui vont varier et plus on est grand, eh bien, plus les volumes respiratoires sont grands. Donc, déjà, une médecine personnalisée en 1846 avec cette étude portant sur 1923 sujets sains. Bien sûr, une fois que l'on a heu, ce dispositif à notre disposition, eh bien, les médecins commençaient à utiliser l'exploration fonctionnelle respiratoire pour diagnostiquer des maladies ou bien pour suivre l'état de santé respiratoire. Et donc ici, c'est simplement un autre spiromètre, celui de Windrich, quelques années plus tard, et on voit une personne en train de souffler dans ce spiromètre. Et à l'époque, ce qu'on suivait, c'est simplement la mesure des volumes pulmonaires et notamment de cette capacité vitale. Et on disait que si ça augmente, eh bien, c'est bien, si ça diminue, eh bien, c'est moins bien, etc.
Alors, je ne peux pas résister à l'intérêt de vous montrer cette diapositive provenant d'un auteur français, le docteur Julien, qui en 1934 avait proposé cet appareillage, non pas pour mesurer la fonction respiratoire, mais pour entraîner nos poumons. Et je pense qu'on peut lire ici, pour vous aussi, santé, énergie, beauté, comme quoi si vous avez des bons poumons, vous pourriez être beau, mettre un compteur à vos poumons. Donc, en fait, c'est simplement un appareil qui permet aux personnes atteintes des maladies respiratoires de pouvoir s'exercer à mieux respirer, selon le docteur Julien. Alors, à ce stade de mon exposé, donc, je me suis permis d'introduire quelques QCM pour, non pas pour explorer votre état de connaissance, je ne le serai pas, mais simplement pour pouvoir faire la transition avec la suite. Donc, la première question posée ici, c'est que après la période datant, commençant par le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, eh bien, après avoir été capable de mesurer les volumes pulmonaires, eh bien, quelle est la technique d'exploration fonctionnelle respiratoire dont la mise au point suit, dans l'ordre chronologique, celle des premiers spiromètres, et notamment les spiromètres de Hutchinson. Alors, ce qu'on peut faire, hein, c'est que vous pouvez peut-être simplement mettre sur la réponse, sur le chat, votre proposition A, B, C, D ou E, et puis ensuite, Étienne ou bien Yves va faire le comptage et puis va me dire quelles sont les propositions venant des personnes qui sont là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, il faut trouver le chat simplement. Alors, pour le Le chat, chat, c'est l'onglet dans le bas de l'écran marqué discussion. discuter. Ah, Oui. Discussion ou discuter. Si vous êtes en version anglaise, c'est marqué chat. Ah oui, discuter, oui, oui, tout à fait. Cliquez dessus et puis vous mettez simplement la lettre. Oui. Pour l'instant, je ne vois encore rien venir. Donc voilà, donc par ordre, donc oscillation forcée, mesure la résistance des voies aériennes par plétismographie, donc la plétismo, le rapport VMS sur CV, le test à la méthacholine, la DLCO. Alors, je vois déjà une réponse. Deux réponses. Alors, C, C ou B, d'accord. B, très bien. Peut-être encore une ou deux réponses, et puis ensuite, on va voir la suite. Alors, il n'y a pas de prix, hein, malheureusement. C'est pour ça que les gens attendent à voter. Oui, Ils attendent le bonbon. Mais c'est pas évident parce que B et C sont très proches dans le temps, je pense. oui, oui, oui. Alors, bon, il y a trois réponses jusqu'à maintenant. On va peut-être pas demander à tout le monde. Donc, en fait, je vais vous montrer la réponse. Mhm. La réponse, c'est Ah E, oui. la DLCO. Et en fait, Yves, Yves et puis Étienne, lorsque je fais ce cours aux étudiants de M2, lorsque je leur demande quelle année pensez-vous ont été faites les toutes premières expériences sur la DLCO, eh bien, ils me disent bah, dans les années 50, 60, etc. Mais en fait, la réponse, elle vient d'ici. La première expérience, la première publication sur la DLCO, comme vous pouvez le voir, eh bien, 1909. 1909. D'accord? Donc, tout est tout au début du XXe siècle. Alors, c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous poser cette question. En Mhm. fait, alors, Christian Bohr
tous les réanimateurs, les anesthésistes et puis les physiologistes connaissent le fameux effet Bohr. Et en fait, M. Christian Bohr régnait en monarque absolu, en maître tout-puissant sur la physiologie mondiale au début du XXe siècle. En fait, c'est un monsieur qui a trouvé quand même des choses non négligeables, notamment la notion de l'espace mort. Cela étant, M. Bohr avait dit une chose qui maintenant, si on le disait, eh bien, ressemble à un non-sens ou bien une bêtise absolue. Il pensait que les poumons étaient des organes qui nous donnaient l'oxygène, qui synthétisaient l'oxygène. Sur la simple remarque, comme quoi, eh bien, lorsqu'on est par exemple insuffisant hépatique, le foie ne fonctionnant plus, la synthèse protéique, comme tout le monde sait, diminue. Et donc, il dit, bah, chez les malades d'insuffisance respiratoire, ils sont tous hypoxiques. Et donc, comme les poumons ne marchent plus, ce sont les poumons qui synthétisent l'oxygène. Et en fait, Auguste Croft, avec son étudiante qui ensuite est devenue sa femme, qui est Marie Jorgensen, avait montré que les poumons n'étaient pas l'organe qui produisait l'oxygène, mais c'est l'organe qui permet de faire ce transfert d'oxygène entre l'air que l'on respire avec notre système vasculaire, notre système circulatoire. Donc, la diffusion, bien le transfert gazeux alvéolo-capillaire, démontré par Croft et Marie Jorgensen. Et lorsque l'on lisait cette publication, eh bien, elle commençait par dire que nous sommes absolument désolés de devoir euh, être en contradiction, bien combattre la vue de notre maître, le professeur Bohr, qui pensait que les poumons produisaient l'oxygène, mais en fait non, les poumons ne faisaient pas ça. Et je vous montrerai très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de cet exposé, mais l'apport du couple Croft était de clairement démontrer, donc c'est une diapositive relativement compliquée, mais simplement pour dire que dans ce que nous faisons en tant que physiologiste respiratoire, c'est deux choses. Premièrement, c'est de mesurer et deuxièmement, c'est de calculer. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la DLCO, la formule de la DLCO, c'est un rapport, donc un produit, entre ce facteur qu'on appelle KCO avec le volume alvéolaire. Et comme vous voyez ici, ces deux paramètres sont des paramètres calculés. C'est des paramètres calculés à partir d'autres paramètres qui sont des paramètres mesurés. Donc ici, vous avez tout ce qui est entouré en vert, ce qu'on mesure, et tout ce qui est entouré en rouge, ce que l'on calcule. Et si les mesures sont fausses, quelle que soit la véracité de la formule, les résultats donnés par les formules sont forcément faux. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois que je le peux, vis-à-vis des plus jeunes et puis des techniciens, que la métrologie, la qualité de la mesure est fondamentale et ce n'est qu'à partir de cette qualité de la mesure que l'on peut effectivement fournir des données justes. Et ça, c'est Croft qui l'avait trouvé. Et ensuite, Croft a été récompensé par un prix Nobel en 1920 non pas sur la découverte de la diffusion, mais sur le fait que, en fait, la régulation de la vascularisation et notamment de la vascularisation des muscles moteurs, eh bien, va permettre à ces muscles d'être oxygénés. Alors, entre la publication Princeps datant de 1909 et les toutes premières applications hospitalières de la DLCO, eh bien, il va falloir attendre plus de 50 ans. Parce que c'est au début des années 60 que la DLCO, effectivement, a été utilisée de façon routinière dans les services hospitaliers. Et la raison de cela, c'est qu'au début, Croft et son épouse mettaient au moins 1 heure pour faire une mesure de DLCO. Et donc, une autre occasion, si j'ai le temps, je vous raconterai pourquoi aujourd'hui, grâce à quelle technique, eh bien, la DLCO a pu être aussi simple et aussi rapide. Bon, en tout cas, c'était ça. Donc, Croft avait trouvé ça, mais ensuite, la DLCO n'est pas du tout appliquée.
après donc 1909, dans les années 1920, bien, il y avait l'intervention, en fait, l'apport de ce monsieur, Georges Dreyer, qui en fait est un microbiologiste, hein. Il s'intéresse aux maladies infectieuses et en même temps, et comme à l'époque, donc en fait, on touchait un petit peu à tout, il avait une contribution importante au niveau de la physiologie respiratoire, puisque il étudiait aussi donc on sortait de la Première Grande Guerre, hein, de guerre mondiale, et donc il s'intéressait à l'effet de l'hypoxie sur les pilotes de guerre. Et donc c'est lui qui avait inventé ce dispositif permettant de réduire la pression partielle en oxygène. Il le testait sur des candidats pilotes pour voir l'effet de cette hypoxie. En même temps, il avait aussi préconisé la mesure de la spirométrie chez des patients qui vont avoir une chirurgie cardiothoracique. Donc voilà, donc l'apport de M. Georges Dreyer. Et puis ensuite, eh bien, quelques années plus tard, là nous sommes en 1938, eh bien ce monsieur, Alvin Leroy-Barac, va nous amener vers les intérêts qui sont toujours actuels, à savoir l'apport des EFR, de l'expiration fausse respiratoire, dans les maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme et l'emphysème. Et là, comme vous le voyez, c'est lui qui avait introduit cette notion comme quoi, chez les malades atteints d'asthme ou bien d'emphysème, la mesure de la fonction respiratoire est quelque chose de fondamental, hein. C'est une publication dans Annals of Internal Medicine en 1938. Et là, je pense que j'ai prévu une deuxième QCM. Alors, de quelle année date? Alors, ça, tous les pneumologues savent, même tous les médecins, hein, si j'ose dire, hein, Étienne, que en matière d'atteinte respiratoire, il y a deux types de syndromes, le syndrome obstructif et le syndrome restrictif. Et c'est en préparant ce topo que j'ai véritablement découvert les pairs, les personnes qui ont vraiment systématisé, introduit cette notion, cette séparation entre syndrome obstructif et syndrome restrictif. Et bien sûr, il y a aussi le syndrome mixte, à la fois obstructif et restrictif. Alors, première question, en quelle année bien, le syndrome obstructif et restrictif a été euh, systématisé, explicité dans le détail. Est-ce que c'est, alors, on fait comme tout à l'heure, hein, en 1909, 41, 47, 56 ou 83. Donc A, B, C, D ou E. Alors, déjà une réponse, deux réponses. D'accord, très bien. Yves est très honnête, donc il dit il ne sait pas. Alors, on va prendre les trois réponses ici. Alors, en fait, 1909, c'était la DLCO. Et en fait, chaque date ici est, renvoie à une avancée importante dans les EFR. Alors, c'est Étienne qui a la bonne réponse. Alors, ah, plutôt que de lui demander pourquoi il a dit 1941, je pense qu'il y a voilà, donc la bonne réponse est 1941. Et ensuite, je pense que j'ai une deuxième question qui dit que quels en sont les auteurs. Alors, André Cournant, Edward Gensler, André Pinelli. Alors, je n'ai pas réussi à connaître sa date de naissance et sa date de décès, Dickinson Richards et Robert Tifno. Donc, là encore, je vais vous demander d'utiliser la fonction discussion. Très bien. Donc, Étienne, Jamila, vous pensez à Robert Tifno, bien sûr. OK. Alors, en fait, 1941, c'est la bonne année. Mais les auteurs, ce n'est pas, contrairement à ce que moi-même je pensais,
avant de préparer ce topo. Ce n'est pas Robert Tifno. Alors, d'abord, concernant Tifno, en fait, vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'était pas le seul à proposer le fameux rapport Tifno. En fait, il y avait un deuxième auteur qui est trop souvent ignoré, et c'était avec André Pinelli que Tifno avait fait ça. Mais ce n'était pas eux. En fait, les auteurs qui avaient trouvé ça, c'est Cournant et Richards. Alors, oui. Alors, en fait, bon, j'ai la chance d'avoir un maître qui s'appelle Alain Locard, qui lui-même est l'élève de M. Cournant. Donc, je pensais assez bien le connaître, et moi-même, je l'ai croisé quand j'étais jeune interne et quand il passait dans le laboratoire. Mais tout le monde connaissait M. Cournant, qui travaillait avec Dickinson Richards et puis Werner Fossmann pour leurs travaux sur le cathétérisme droit. Donc, c'était eux qui avaient inventé ça, et ils avaient eu le prix Nobel en 1956 avec ça. Mais en fait, la même année, et c'était une année vraiment prolifique pour eux deux, Cournot et Richards, qui travaillaient ensemble. En même temps qu'ils publiaient leurs travaux sur le cathétérisme droit et donc sur la circulation pulmonaire, ils avaient publié ceci, hein, cette publication sur les insuffisances respiratoires. Et là-dessus, dans cette publication que l'on peut retrouver dans le journal qui s'appelait à l'époque le journal américain de physiologie, de tuberculose, qui est maintenant devenu le journal américain des maladies respiratoires et des soins intensifs. Eh bien, ils avaient détaillé la notion de syndrome obstructif et de syndrome restrictif en 1941. Donc, c'était eux, le père de cette notion-là. Voilà, donc c'est Cournot et Dickinson. Alors, 1909, c'est Croft et Jorgensen pour la DLCO. Alors, en fait, alors, la première fois où ils avaient pensé à cela, c'est 35, mais la publication qui est véritablement détaillée, c'est 1941. Donc, j'aurais dû corriger ceci. Tifno et Pinelli, c'est en 47. Gensler, c'est en 51. Et 83, c'est Coignard. Et donc, j'aurai l'occasion de revenir sur Gensler et Coignard, mais maintenant, parlons de Tifno. Tifno et Pinelli, eh bien, c'est André Pinelli. Et voilà la publication Princeps de 47. Alors, j'avais pas remarqué cela avant, mais dans le titre original, ils avaient parlé de l'air circulant et l'air captif. L'air captif, c'est le volume résiduel, l'air circulant, c'est la capacité vitale. Dans l'exploration de la fonction ventilatrice. On ne trouve plus ce mot-là maintenant, Étienne, c'est plutôt ventilatoire, pulmonaire. Donc voilà, donc ça c'est M. Tifno. Alors, de M. Tifno, eh bien, il n'y avait que très peu de photos. C'est à peu près la seule photo que l'on trouve sur Internet. Elle n'est pas très nette, c'est la plus nette que j'ai pu trouver. Et en fait, à l'époque, en 1947, eh bien, M. Thévenot avait introduit la notion de CPUE pour capacité pulmonaire utilisable à l'effort. Alors maintenant, si on parle des CPUE, aucun étudiant en médecine ne comprendrait ce que c'est. Et si on disait que la CPUE de Robert Thévenot n'est rien d'autre que le VEMS, eh bien là maintenant tout le monde sait, hein. Et le fameux rapport de Thévenot, qui est le rapport VMS sur CV. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, en tout cas pas moi, c'est qu'il a fallu attendre 7 ans pour que véritablement le VMS puisse être mis d'accord. Et c'était une réunion historique datant de 1954 à l'hôpital Saint-Antoine et qui a été proposée par le professeur Denolin, qui est un Belge. Et cette réunion était présidé par le professeur Paul Sadoul, que tous les pneumologues connaissent. Et là, on retrouve le nom des participants, dont Tifno et aussi Pinelli. Alors, vous voyez, en fait, Pinelli il n'avait vraiment pas de chance parce que non seulement il y a très peu de choses sur lui euh,
qui reste, hein. Il n'y a pas une photo. J'ai cherché, je ne connais même pas sa date de naissance et ni sa date de décès. Et là, dans cette publication, qui est une publication que j'ai prise dans l'ERJ, le Journal européen de pneumologie, eh bien, même son nom a été mal orthographié. Donc, ce n'est pas Pinoli, mais c'est Pinelli. Mais en tout cas, à partir de 1954, eh bien, tout le monde s'accorde désormais à utiliser ce terme de VEMS. Donc, pour la petite histoire, M. Cournot, qui avait, avec Dickinson, qui avait proposé la notion de syndrome réstrictif et obstructif, avait beaucoup hésité à utiliser le VMS comme terme pour désigner ce que nous connaissons tous comme étant le volume expiratoire maximal à la première seconde. Et en même temps, à cette époque-là, donc nous sommes à la fin, au début des années 50, et en même temps et de façon totalement indépendante, il y avait ce monsieur, monsieur Edward Gensler, qui est un Américain et qui, de façon tout à fait indépendante, avait trouvé la même chose que Tifno, à savoir que le rapport VMS sur CV, donc la capacité d'expirer dans un mouvement expiratoire maximal tout l'air que l'on a pendant une seconde est rapporté sur le volume d'air que l'on peut mobiliser, à savoir la capacité vitale, eh bien, ce rapport VMS sur CV pour Tifno et VMS sur CVF pour Gensler, eh bien, est un bon indice pour évaluer la capacité de nos bronches à faire circuler de l'air. Puisque maintenant nous savons, lorsque ce rapport est diminué, eh bien, c'est le propre du syndrome obstructif. Donc, Edward Gensler avait publié cela dans une publication dans un journal prestigieux qui est Science en 1951. Donc, 4 années plus tard que Tifno, mais de façon totalement indépendante et selon beaucoup de chercheurs, eh bien, la publication de Gensler, lorsqu'il faisait cela, il n'était pas du tout au courant de la publication effectuée quelques années auparavant par Tifno, probablement pour plusieurs raisons. La première étant que à cette époque-là, l'Internet n'existait pas, et donc ça c'est sûr. Et la seconde, c'est que la publication de Tifno étant faite dans un français, eh bien, avait peu de chances d'être lue par un Américain à l'époque. Donc voilà. Donc, simplement pour dire que les grands esprits se rencontrent, et donc c'est pour ça que j'avais évoqué le nom de Gensler, et ce d'autant plus que lorsqu'on va dans les pays anglo-saxons, lorsqu'on leur parle de Tifno, très peu de gens connaissent. Et alors, lorsqu'on parle de Gensler, tout le monde sait, et à l'inverse, en France, lorsqu'on parle de Gensler, peu de gens connaissent, alors que lorsqu'on parle de Tifno, eh bien, tout le monde sait. Et après cela, eh bien, vient Monsieur Hayat. Hayat et Fry, en fait, c'était, là nous sommes au début des années 60, après les premiers travaux permettant de comprendre la mesure du volume, des volumes pulmonaires. Et puis ensuite, grâce à Cournot et Dickinson d'abord, et ensuite à Tifno et Pinelli, et enfin à Gensler, on s'aperçoit qu'il y a une adéquation obligatoire entre les débits, c'est-à-dire le VMS, et le volume, c'est-à-dire la capacité vitale. Eh bien, il y a, c'est en quelque sorte l'âge d'or de la physiologie moderne. C'est là où on commençait à comprendre comment les structures pulmonaires fonctionnent. Et donc, la notion de compliance, de résistance, bien, ce sont des notions qui ont été développées par ces grands noms de la physiologie respiratoire, et notamment Robert Hayat, et qui, comme vous le voyez ici, dans cette publication, parle de mécanique pulmonaire ou bien de mécanique ventilatoire, décrivant les relations entre la pression et les volumes, donc déterminant la compliance. Et puis, un petit peu plus tard, eh bien, il avait vraiment jeter les bases théoriques pour ce que tous les pneumologues et voire même les médecins généralistes connaissent, à savoir la courbe début-volume.
Donc, on le doit tout cela à ces deux grands noms de la physiologie. Ils ne sont pas les seuls, hein. D'autres aussi contribuent à cela, mais je cite ces deux noms parce qu'ils ont été en quelque sorte des pionniers. Alors, maintenant, nous allons aborder une question qui est très importante, mais qui, bizarrement, eh bien, n'ont pas été encore abordées jusqu'à maintenant. Alors, en fait, là maintenant, c'est la question de la standardisation. Il faut dire que jusqu'alors, jusqu'aux années 60, des gens s'intéressaient surtout à la mesure. Comment pouvons-nous mesurer le souffle, qui est un volume d'air, qui par définition est volatile? Comment peut-on mesurer le souffle? Et ensuite, on a compris qu'on peut le mesurer avec des appareils, notamment grâce à Hutchinson et à son spiromètre. Et après, vient très vite le fait que finalement, il y a plusieurs façons de mesurer ce souffle et que cette standardisation est quelque chose de fondamental si on veut comparer les résultats d'une étude à l'autre. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les premières études de cette standardisation eh bien, venaient assez tard, hein, dans la connaissance de la physiologie respiratoire. Et il a fallu attendre 1979, donc très tard, pour que la toute première publication jetant les bases de la standardisation de la mesure de la fonction respiratoire soit publiée. Et donc, c'est publié dans le journal américain des maladies respiratoires en 1979. La toute première recommandation de l'ATS, de l'American Thoracic Society. L'Europe va venir. L'Europe vient un petit peu plus tard et la publication de l'Europe, eh bien, je pense qu'Étienne le connaît, ça a été publié dans le fameux bulletin européen de physiopathologie respiratoire en 1983 et par également un autre grand nom de la physiologie respiratoire qui est Monsieur Philippe Coignard. Alors, Philippe Coignard est jeune, hein. En fait, il est né en 1936, malheureusement décédé depuis quelques années. En fait, c'était vraiment l'un des pères de la physiologie respiratoire européenne, puisque c'est lui qui, le premier, avec l'aide d'autres collaborateurs, il n'était pas le seul, a publié la standardisation de la fonction respiratoire européenne, mais c'est aussi lui, pour les pneumologues, qui était le père du projet qu'on appelle GLI. GLI, c'est Global Lung Initiative. C'est une façon de pouvoir euh, euh, formuler, calculer, proposer des équations de référence qui vont être mises à jour en continu, basées sur un grand nombre de sources de données provenant du monde entier. Donc ça aussi, on le doit à M. Philippe Coignard. Donc, standardisation en 1979 par l'ATS pour la première fois, par l'ERS pour la première fois en 1983. Et là, je n'ai pas préparé de diapositive. Les deux sociétés savantes se sont rencontrées pour établir les recommandations de 2005 qui, pendant une quinzaine d'années, faisaient référence avant d'être mises à jour récemment en 2020. Donc voilà, concernant la standardisation. Maintenant, je quitte la standardisation pour vous parler d'un autre sujet, toujours basé sur la fonction respiratoire. Alors, on sait maintenant comment mesurer la fonction respiratoire depuis Hutchinson. On sait maintenant bien comment faire pour que ce soit en Afrique, en Asie, du Sud-Est, en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord, euh, où que vous soyez, les mêmes méthodologies soient appliquées pour donner des résultats qui soient reproductibles. C'est la notion de standardisation. Maintenant, une fois qu'on a tout cela, on peut faire des études épidémiologiques pour essayer de comprendre comment la mesure de la fonction respiratoire va aider le médecin clinicien à, premièrement, diagnostiquer les maladies, deuxièmement, à pronostiquer le devenir de ces maladies.
Et donc là, j'ai trouvé ça hein, sur Internet. C'est un opus, c'est un ouvrage édité par des auteurs canadiens et qui préconise comment on peut utiliser la spirométrie pour détecter de façon précoce une maladie respiratoire. Dites-moi ça, c'est tout à fait entendu et c'est tout à fait prévisible, cher ami. Pourquoi tu nous parles de cela? Eh bien, je vous parle de cela pour vous poser encore une autre question pour vous demander si, à votre avis, eh bien, les premières études épidémiologiques qui montrent l'intérêt de la spirométrie dans le suivi des maladies, eh bien, ça concerne quelle maladie? Est-ce que c'est... Alors là, j'ai classé des maladies par ordre alphabétique, l'asthme, la BPCO, la fibrose pulmonaire idiopathique, l'infarctus du myocarde ou bien la mucoviscidose. Là encore, je vais demander votre participation. L'asthme, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? D'accord. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est l'asthme. D'accord. Alors, en fait, c'est une question traître parce que vous voyez ici, parmi les 5 propositions, 4 sont relatives aux maladies respiratoires. Et puis, il y en a une qui semble ne rien avoir avec, aucun rapport avec des maladies respiratoires. Eh bien, la réponse, c'est l'infarctus du myocarde. Et alors, quand je dis ça, tout le monde me fait des gros yeux. Ah Et en oui. fait, bah oui. Mais si je vous disais étude Framingham, eh bien, tout le monde dit, vous connaissez. Hein. Et en fait l'étude Framingham, c'est une étude qui a été montée pour connaître les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Elle commençait en 1948 et puis ensuite, elle nous mène assez loin. Et en fait, vous voyez ici, en 1976, il y avait cette publication dans le New England qui établissait vraiment une fois pour toutes comme quoi les personnes qui ont des capacités vitales diminuées sont des personnes à risque pour développer un infarctus du myocarde et une mort subite de cause cardiovasculaire. Mais en fait, les toutes premières publications, Étienne, eh bien, dataient de la fin des années 60, donc en 68, 69, quelque chose comme ça. Et maintenant, lorsqu'on y pense, eh bien, on n'est pas très étonné parce que le tabagisme, fléau mondial, eh bien, a des conséquences à la fois sur les maladies respiratoires que sur la fonction cardiovasculaire et notamment l'insuffisance coronarienne. Et donc, c'est avec cette étude-là que l'on finalement on s'est dit, bah oui, voilà. La mesure de la fonction respiratoire, bien sûr, est très importante pour le suivi des maladies asthmatiques, BPCO, on va en parler un petit peu après, la fibrose et puis la mucoviscidose, mais pas que. Et aujourd'hui, et je pense que c'est une notion importante à partager avec nos collègues, c'est que les poumons étant un organe fondamental pour la vie, eh bien, l'insuffisance respiratoire aura des conséquences non seulement sur la fonction respiratoire, mais également sur d'autres fonctions vitales et notamment la fonction cardiovasculaire. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'était une notion importante à partager avec vous. Alors maintenant, en fait, l'asthme, bien sûr, mais je vous parle de la BPCO pour d'autres raisons. Donc la BPCO et l'asthme, BPCO avec les recommandations Gold et puis l'asthme avec les recommandations GINA vont ensemble. Mais ici, je vous parle de la BPCO pour une autre raison que je vais expliciter dans quelques diapositives. Donc, tout le monde sait hein, ce que c'est que Gold, et nous savons que Gold préconise que pour faire le diagnostic de la BPCO, eh bien, la clinique ne suffit pas. Il faut que cette clinique s'accompagne d'une mesure objective et quantifiable, à savoir le rapport VEMS sur CVF, donc FV1 sur FVC en anglais, doit être inférieur à 70%.
Et pendant longtemps, eh bien, les spécialistes du Gold, des experts du Gold, insistent sur cette mesure objective. Avant, on avait appris que la bronchite chronique, eh bien, ce sont des symptômes, la toux, l'expectoration, etc., etc. Mais il faut que ces symptômes-là s'accompagnent de cette mesure objective. Et cette mesure objective-là, elle n'est possible que si et seulement si on dispose des explorations fonctionnelles respiratoires. Donc jusque-là, maintenant, jusque-là, tout va bien. Et cette mesure de VMS sur CVF, elle peut facilement être faite avec une courbe début-volume. Vous n'avez pas besoin d'un plétismographe pour cela. Donc des spiromètres euh, portatifs font parfaitement l'affaire. En 2016, donc très récemment, cette publication dans le New England qui nous raconte cette histoire en disant que, bah, effectivement, le tabagisme mène à la BPCO et il y a beaucoup de patients fumeurs qui ont les symptômes qui sont les mêmes que des patients BPCO. Mais ces patients qui ont des symptômes, à savoir la toux, la dyspnée, difficulté respiratoire, l'expectoration avec cette hyperproduction muqueuse, etc. Comment peut-on les qualifier s'ils ont un rapport VEMS sur CBF supérieur à 70%? En d'autres termes, s'ils ne répondent pas aux critères spirométriques déterminés par Gold. Bon, première question. Et la deuxième question, et à laquelle les gens peuvent très bien dire, mais pourquoi vous vous embêtez, puisqu'ils n'ont pas de BPCO selon les critères Gold. Et ils ont effectivement des symptômes. Certes, maintenant, si on pose la question un petit peu plus loin, en disant que oui, mais avec ces symptômes-là, est-ce qu'ils sont à risque de faire des exacerbations qui ressemblent à une exacerbation de BPCO et que dans ce cas-là, ils sont hospitalisés parce qu'ils sont dyspnéiques, parce qu'ils ont une pression partielle en oxygène diminuée et donc on doit les hospitaliser. Et ils sont, alors c'est une diapositive un petit peu plus compliquée, mais c'est simplement pour dire que dans cette étude-là, ces auteurs se sont simplement basés sur deux choses. La première est l'existence ou non d'un rapport diminué. Alors, si le rapport est diminué, donc inférieur à 70%, eh bien, les gens ont une BPCO. Et si le rapport n'est pas diminué, les gens n'ont pas de BPCO. Et en même temps, il se base, donc ça c'est une mesure objective, et en même temps il se base sur une deuxième mesure, qui est une mesure plus subjective, qui est l'existence des symptômes que l'on peut néanmoins quantifier avec le questionnaire que l'on appelle le questionnaire CAT, donc COPD, Assessment Test, donc le test qui va permettre d'évaluer la gravité de la BPCO. Et là, ils se sont aperçus que chez des personnes qui sont très symptomatiques, qui ont beaucoup de symptômes, soit dyspnéiques, soit la toux, etc., mais qui ont une fonction respiratoire normale, telle que déterminée par le rapport VMS sur CVR, eh bien, ces personnes-là ont moins de risques de faire une exacerbation dans l'année que par rapport à des gens qui n'ont pas de, euh, de troubles obstructifs tels que définis par le rapport BMS sur CBF, mais qui ont beaucoup de symptômes. Évidemment, lorsque vous avez un trouble obstructif et beaucoup de symptômes, vous n'allez pas bien, donc vous faites beaucoup d'exacerbations, et que, au contraire, si vous n'avez pas de trouble obstructif et si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes relativement sauf, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire d'exacerbation, et là, eh bien, vous êtes dans ce cas-là. Et là, du coup, on s'aperçoit que pour cette question précise, à savoir, est-ce que quelqu'un risque de faire une exagération dans l'année qui suit
Chez cette personne-là, est-ce que ce sont des symptômes ou est-ce que c'est la fonction respiratoire qui est importante? La réponse apportée par cette publication dans le New England, c'est que ce n'est pas la fonction respiratoire qui est importante, mais ce sont les symptômes. Alors là, du coup, ça nous a donné un coup sur la tête pour les gens qui, comme moi, font les AFR comme métier. Eh bien, on dit, bah, mince, alors ce qu'on mesure, ce n'est pas quand même pas très précis. Donc, voilà ce que j'ai mis ici. Ceux qui n'ont pas de symptômes et qui ont une fonction respiratoire diminuée ont moins de risque d'exacerbation que ceux qui sont symptomatiques et qui ont une fonction respiratoire normale. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, vous l'avez compris, plus les barres sont hautes, plus c'est grave. Donc là, du coup, on dit ben, la fonction respiratoire, ce n'est pas si précis et ça entraîne à nous poser une autre question, c'est que comment peut-on qualifier ces personnes qui n'ont pas de définition de BPCO selon Gold, puisqu'ils ont un rapport VMS sur CBF supérieur à 0,70 et qui pourtant ont des symptômes de la BPCO. Donc, un gros point d'interrogation. Alors maintenant, après avoir un petit peu jeté le trouble, je vais me permettre d'essayer d'éclaircir ce trouble, parce que je ne vais quand même pas, moi qui vais bientôt partir à la retraite, tuer le métier pour ceux qui vont me succéder dans le service. Donc, reprenons depuis le début. Lorsque vous mesurez la courbe des bivolumes, alors que ce soit dans l'asthme ou dans la BPCO, donc pour les non-spécialistes, on a une courbe des bivolumes d'un témoin sain, elle ressemble à ceci. Maintenant, une courbe des bivolumes un patient porteur d'une BPCO ou d'un asthme, elle a cet aspect creusé, comme on peut le voir, et tous les pneumologues sont familiers avec cet aspect creusé de la courbe de BPCO, et on dit, bah voilà, celui-là, il a un syndrome obstructif avec un rapport VMS sur CBF diminué. Chez ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Donc, la courbe en bleu, c'est une courbe normale avec un rapport supérieur à 70. La courbe en rouge, c'est une courbe anormale avec un rapport VMR sur CBF inférieur à 0,70. Ça, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. Maintenant, si on creuse un petit peu plus loin, là, si vous demandez à quelqu'un d'expirer du plus fort et de la façon la plus maximale possible, et là, on va avoir le volume expiré qui va être recueilli et on expire jusqu'à ce qu'on n'a plus d'air pour expirer. Donc, lorsqu'on aura atteint ce qu'on appelle le plateau de la capacité vitale forcée. Eh bien, le VEMS, qui en anglais s'appelle FEV1, donc Force Expiratory Volume for Second, et qui ici, eh bien, est mesuré à la première seconde, comme on le sait, et on a ce volume à la première seconde. Mais les critères de qualité d'une mesure de VMS exigent que le temps, la durée de l'expiration, eh bien, soit au moins égal ou supérieur à 6 secondes. Et si c'est inférieur à 6 secondes, il faut le refaire puisqu'on n'a pas atteint les critères de qualité. Et donc, si maintenant je reviens à cette courbe des volumes, et si je vous demande de me situer sur quel point de cette courbe des volumes se trouvent les VMS, c'est une question qui n'est pas sympathique parce qu'en fait, en principe, on ne doit pas pouvoir voir où se trouve le VMS sur cette courbe. Sur cette courbe, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le débit expiratoire de pointe qui représente au sommet de la courbe des volumes. Mais on peut, même si on ne peut pas le situer, ce n'est pas situable, on peut quand même se dire que finalement, si vous dites que le temps que vous allez mettre pour effectuer ce mouvement expiratoire est égal à 6 secondes, eh bien, pendant la première seconde, eh bien, la personne aurait déjà décrit ce, ce chemin de la courbe expiratoire. En d'autres termes, sur cette figure, et j'espère avoir été clair, eh bien, la répartition du temps n'est pas égale. La première seconde, elle occupe une part importante, c'est ici, ce qui veut dire, si vous l'avez compris, que la dernière partie de la courbe expiratoire, qui est celle-ci, eh bien, représente entre 5 et 9 secondes. 5 secondes si la durée totale
de 6 secondes, donc 1 seconde plus 5, 10 secondes, 9 secondes si la durée totale est de 10 secondes. Et donc, en fait, la première partie se passe très rapidement, et puis la deuxième partie se passe plus lentement. Et là, il faut maintenant vous mettre à la place d'une technicienne ou bien d'un technicien d'exploration fonctionnelle respiratoire. Un patient qui expire, il fait cette première partie très facilement, puisque ça ne dure qu'une seconde. En revanche, la deuxième et dernière partie se fera plus difficilement parce qu'elle dure plus longtemps. Et c'est là où il faut encourager le patient à terminer son effort expiratoire. Et si le patient ne le fait pas, eh bien, il va avoir une courbe début-volume tronquée et donc inutilisable. Mais le deuxième point qui est encore plus important, c'est que l'air qui sort pendant la première seconde, c'est-à-dire l'air qui est mesuré par le VMS, c'est l'air qui se trouve dans ce que nous appelons les voies aériennes proximales, c'est-à-dire les grosses pompes. Selon le principe, comme dans un cinéma, dans un amphithéâtre, les gens qui sortent à la fin d'une séance, ce sont des gens qui se trouvent les plus proches de la sortie. Et la sortie étant la trachée et puis la bouche et le nez, eh bien, c'est l'air qui se trouve dans les voies aériennes proximales. En revanche, l'air qui se trouve au fin fond du poumon, c'est-à-dire qui se trouve dans les voies aériennes distales, eh bien, ne sont pas mesurables par le VMS. En d'autres termes, lorsque vous mesurez le VMS, vous ne mesurez pas ce qui se passe au niveau des voies aériennes distales. Et maintenant, tous les spécialistes de la BPCO et de l'asthme s'accordent à dire pour conclure que finalement, ces deux maladies débutent dans les voies aériennes distales et finissent par atteindre les voies aériennes proximales. Et donc, c'est pour cela que lorsque vous mesurez une courbe débit-volume chez un patient BPCO ou bien asthmatique au stade débutant, vous allez avoir cette courbe en noir et jusqu'ici, et puis qui se creuse à la deuxième partie de la courbe débit-volume. Et cet aspect creusé traduit une diminution du débit, traduit une atteinte des voies aériennes distales. Et donc, il n'est pas du tout anormal de trouver chez des patients qui sont au début de leur histoire naturelle de la maladie de la BPCO, avec un rapport BMS sur CBF conservés et qui pourtant vont faire des exacerbations dans l'année. Et pour conclure, je dirais que le rapport VMS sur CVF ne traduit que ce qui se passe dans les voies aériennes proximales et que ça va rater le diagnostic d'un certain nombre de maladies respiratoires au stade débutant, et notamment le BPCO et l'asthme. Et cela nous dit que finalement, lorsque vous avez un patient souffrant d'une maladie respiratoire devant vous, après avoir fait l'examen physique et clinique, vous vous basez sur l'imagerie, donc la radio et puis le scanner, sur l'exploration fonctionnelle respiratoire, sur d'autres types d'examens de type cellulaire, histologique et puis moléculaire. Concernant l'examen fonctionnel respiratoire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, la courbe débit-volume avec le rapport VMS sur CBF est utile et reproductible, mais elle ne mesure que ce qui se passe au niveau des voies aériennes proximales. Et donc, forcément, elle ne va pas pouvoir détecter des anomalies qui se trouvent au niveau des voies aériennes distales. Il faut utiliser d'autres méthodes pour évaluer cela, et les autres méthodes existent. Ça s'appelle l'oscillation forcée. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail concernant cette méthode, mais c'est quelque chose qui serait très certainement beaucoup plus spécifique et sensible par rapport à la courbe des bivolumes. Et ensuite, ce que je dirais ensuite, à la suite, c'est ceci. C'est que depuis Hutchinson jusqu'aux grands physiologistes du XXe siècle,
jusqu'à Peter MacCallum, que je n'ai pas encore cité, et puis Permut, jusqu'à bien sûr Philippe Cognhière. Les gens sont intéressés à la mesure des volumes et des débits, c'est-à-dire à la quantité d'air qui passe dans nos bronches et provenant soit de nos alvéoles, soit qui passe à travers nos bronches de l'air jusqu'aux alvéoles. Mais ce sont des mesures physiques de volume et de débit. Mais nous savons que dans les poumons, effectivement, lorsque la géométrie de nos poumons change, les volumes et les débits vont changer avec. Mais nos poumons sont également constitués de cellules. Et ces cellules-là vont réagir avec des notions, des causes physiopathologiques telles qu'une inflammation, une infection, un processus cancéreux. Et comme toutes les cellules, ces cellules-là vont produire des molécules et nous avons la possibilité et la chance d'avoir ces molécules qui vont euh, être dégagées dans l'air. Et là, je prends simplement l'exemple de l'inflammation. Et donc, autant on est capable de détecter une inflammation massive dans les bronches qui va se traduire par une obstruction bronchique que l'on peut mesurer avec la mesure, la spirométrie. En revanche, des inflammations à minima, comme ceci, ne sont pas détectables parce que ça ne se traduit pas encore par des modifications architecturales, géométriques de nos bronches. Et dans ce cas-là, pour pouvoir détecter ces inflammations infracliniques, eh bien, il faut avoir la possibilité de mesurer des molécules qui se dégagent dans l'air. Et j'ai eu déjà l'occasion d'avoir des échanges avec vous concernant cette mesure de molécules expirées. Alors, je parle surtout du monoxyde d'azote, mais cette diapositive nous fait comprendre qu'en fait, il n'y a pas que le monoxyde d'azote, il y a d'autres molécules que l'on peut mesurer dans l'air expiré. C'est probablement l'objet d'un autre exposé à un autre moment. Mais à partir de cela, eh bien, je conclurai en disant ceci. C'est que ce qu'il nous faut maintenant, c'est avoir des index qui sont à la fois sensibles et qui sont variables et qui vont nous permettre de suivre le patient et de suivre soit l'état inflammatoire, soit l'aspect cancéreux de tel ou tel patient. Et donc avec ça, eh bien, vous allez pouvoir suivre l'inflammation. Et si je trace une ligne qui est le seuil clinique de cette inflammation. Et donc là, vous voyez, si l'inflammation atteint le seuil, vous allez avoir des symptômes. Les symptômes vont entraîner le patient et vont l'amener au cabinet du médecin qui va faire le diagnostic grâce aux symptômes. Mais s'il n'y avait pas de symptômes, le patient ne sera pas inquiet, le médecin ne sera pas consulté, le diagnostic ne sera pas fait. Donc, avant d'avoir les symptômes, c'est un petit peu comme les nuages qui s'amoncellent dans le ciel, qui vont donner la pluie. Et donc, il faut que l'on soit capable de détecter cet amoncellement de nuages qui vont amener le mauvais temps et de se dire, bah, bientôt il va pleuvoir et donc il va falloir prendre des mesures, chercher un parapluie, un imperméable, etc., avant que ça ne devienne trop tard, avant que la pluie ne survienne. Et sur le même principe, lorsque vous avez traité les symptômes, le patient, eh bien, n'étant plus symptomatique, la tentation est grande pour le patient et pour le médecin d'arrêter le traitement. Mais ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes ici, donc très loin du seuil, et dans un état stable, donc pas de risque de rechute de la maladie, que si vous étiez là, très proche du seuil, avec un risque de rechute important. Et si là, je trace un deuxième seuil, qui est le seuil des exacerbations que l'on voit ici, là, eh bien, dans ce cas-là, en principe, j'ai un nombre, donc j'ai pas de... Donc, en principe, j'ai un deuxième trait. Eh bien, avec ce seuil d'exacerbation, il faut pouvoir le prévoir afin justement d'éviter à ces patients d'être dans une situation grave, sinon dangereuse. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je vous remercie de votre attention.
Euh, Merci beaucoup, Antoine. S'il vous plaît, quand vous ne voulez pas vous exprimer, voudriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Je m'adresse surtout à M. Mounen et à M. Sam. S'il vous plaît. Merci. Écoutez, ce fut un exposé extrêmement instructif avec beaucoup de pédagogie et d'histoire. J'ai particulièrement apprécié. Surtout les petits questionnaires, je trouve que c'est bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vois Étienne sourire. Donc, Étienne a sûrement des choses à dire. Et après ça, ceux dans la salle qui veulent s'exprimer, s'il vous plaît, peut-être allumez votre caméra, manifestez-vous et puis il n'y a pas de souci, on va vous passer la parole. Étienne? Oui, non, simplement, c'est historique, c'est tout à fait intéressant. Moi, je me suis fait piéger, mais alors, comme ça, avec l'histoire de Cournant, d'une part, et puis avec la diffusion. Pour moi, la diffusion, c'était une découverte récente. Je ne savais pas que ça remontait à 1908, si j'ai bien Et noté. 1909, oui, c'est ça. 1909, Oui, ça, oui. pour moi, ça a été vraiment la découverte. Voilà. Mais En fait, c'était... Oui. pardon, vas-y, et puis je Non, non, reviendrai sur non, la non. discussion. Non, Vas-y, en fait, vas-y. c'est doublement instructif, hein, parce que dans l'histoire de la diffusion, eh bien, ce couple qui avait fait ça et qui ont investi beaucoup de temps, devait d'abord combattre leur maître. Bord, c'est pas n'importe qui, et il n'a pas n'a pas que raconter des bêtises, parce qu'en fait, on lui doit notamment l'histoire de l'espace mort et puis de l'effet Bohr sur le transport de l'oxygène, mais il était vraiment persuadé que les poumons, c'est l'organe qui permet de produire de l'oxygène. Il n'en démordait pas. Et donc, c'est quand même fantastique. Alors, en fait, pour expliquer pourquoi il a fallu attendre tant d'années entre les premières expériences faites par le couple Croft et puis la démocratisation ou bien l'utilisation de la diffusion, c'est que aujourd'hui nous arrivons à faire des mesures de la DLCO de façon rapide. C'est grâce à des appareils qui permettent de mesurer la quantité de CO. Et que ces appareils-là, dans les années 60, à la fin des années 50, au début des années 60, étaient basés sur une détection à l'infrarouge. Et celui qui avait introduit ça, il s'appelle Ogilvy, c'est un médecin militaire et qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui avait utilisé l'infrarouge pour la vision nocturne. Et donc, il dit, moi, l'infrarouge, je connais, j'adapte cela pour détecter le CO. Et donc, du coup, entre une mesure qui nécessite une demi-journée et puis une mesure qui ne nécessite que 15 minutes, eh bien, ça a tout changé. Oui, mais pour compléter un petit peu, je n'étais pas au courant non plus de cette histoire de poumon qui produisait le poumon qui était à l'origine de l'oxygène. Oui. Si on donne cette notion aujourd'hui à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il va la corriger tout de suite. Il va dire, mais non, c'est l'oxygène de l'air respiré. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est d'où venait cette idée de la production d'oxygène par le poumon. En fait, Alors que c'est oui. contre-intuitif aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est contre-intuitif parce qu'on sait que dans l'air, en fait, il y a de l'oxygène. Mais comme je te disais, en fait, Bohr, bon, tu sais, à l'époque, en fait, tu as vu ce microbiologiste qui faisait aussi de la physiologie, il touchait à tout. Et donc, Bohr, qui devait connaître aussi la médecine interne, il dit, bah voilà, je vois des patients qui sont insuffisants hépatiques, le foie ne fonctionnait pas, et donc ils ne sont plus capables d'assurer la fonction métabolique du foie et n'est plus capables d'assurer la fonction synthétique du foie. Donc, nous savons que dans l'insuffisance hépatique, eh bien, le taux d'albumine diminue, et donc il dit, bah voilà, mais les poumons, c'est comme le foie, les poumons, c'est important. Donc, les patients insuffisants respiratoires sont hypoxémiques, les poumons sont mal en poids, et donc ce sont les poumons qui ne produisent plus de... Il y a une question dans le chat, si vous permettez. Ça vient de M. Jamila Wagini. Je m'excuse si j'ai massacré votre nom de famille. Est-ce que c'est le test de réversibilité qui permet de faire le diagnostic entre l'asthmatique chez les fumeurs et les fumeurs symptomatiques
avec Tifno. Et là, il indique supérieur à 0,70. Alors, ça, je pense que c'est une question à laquelle Étienne peut répondre. J'aimerais avoir l'avis d'Étienne et puis ensuite, je compléterai avec une notion historique. Tu veux? Attends, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est le test de réversibilité qui permet de faire le diagnostic? Donc, séparer asthmatique, fumeur et fumeur symptomatique avec Tifno supérieur à 0,70. Oui, je ne vois pas l'application du test de réversibilité dans ce cas-là. Oui, je vais J'avoue que peut-être je ne comprends pas compléter. très bien. Oui, vas-y, Je vas-y. vais compléter en fait et ensuite vous me direz, Jamila, Oui. que si ma réponse vous satisfait ou pas. Alors, en fait, il y a deux choses dans votre question. D'une part, la première chose, c'est le test de réversibilité et la deuxième chose, c'est est-ce que ça permet de distinguer le fumeur et la BPCO, c'est ça? Fumeur et fumeur symptomatique avec L'asthmatique Tifno supérieur. fumeur, oui. Oui, c'est ça. Alors, en fait, d'abord, le test de réversibilité, on pensait que c'est aussi M. Tifno qui l'avait trouvé. Non, en fait, ce n'est pas lui, c'est M. Barak, donc Alvin Leroy-Barak, qui en 1938 avait fait la publication que j'avais mentionnée tout à l'heure sur le diagnostic de l'asthme et de l'emphysème. Et c'est lui qui avait utilisé eh bien, l'inhalation de l'épinéphrine, c'est-à-dire de l'adrénaline. Donc à l'époque, on n'utilisait pas de ventoline. L'adrénaline, en fait, la ventoline fait à peu près la même chose que l'adrénaline, sauf que l'adrénaline fait battre le cœur beaucoup plus vite que la ventoline pour une histoire de spécificité des récepteurs bêta 2 et bêta 1. Donc c'est à Barak que l'on doit. Mais ensuite, le mérite et puis le génie de Tifno, c'est aussi de protocoliser tout cela. Et il a aussi introduit la notion du test à l'acétylcholine, qui est le précurseur du test de la métacholine. Donc, en fait, nos chercheurs français ont beaucoup apporté à la connaissance de la physiologie respiratoire. Maintenant, si j'aborde le côté asthme, BPCO et réversibilité. Alors, il y a au moins trois choses à dire. La première, c'est que la notion de réversibilité repose sur des critères assez précis qui, jusqu'à encore peu, dit que pour qu'un test soit réversible, il faut que le gain du VMS avant et après le test soit supérieur à 12% par rapport à la valeur de base et supérieur à 200 millilitres. Vous savez que les dernières recommandations ATS et ERS qui datent de 2022 disent qu'en fait, non, maintenant, c'est plus 12%. Ce n'est plus par rapport à la valeur de base, mais c'est 10% et c'est par rapport à la valeur théorique. Donc, ça change légèrement. Et donc, en fonction des seuils que l'on adopte, on peut avoir eh bien, des tests de réversibilité positifs ou négatifs. En tant que pratiquant du test, je dirais que les seuils, il faut pas leur donner trop d'importance parce que je prends un exemple. Si je prends le seuil classique de 200 millilitres et de 12%, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait que je conclue si un patient a, au lieu de 12%, à 11,5% et au lieu de 200 millilitres, à 195 millilitres? Est-ce que, raisonnablement, je peux dire que c'est un test négatif, alors qu'il est tout proche du seuil de la positivité? Et donc, dans ce cas-là, moi, personnellement, j'ai dit à mes collaborateurs qu'il faut considérer ça comme étant un test positif. Et si vous changez le seuil, le test deviendra positif. D'accord. Donc, en fait, il faut, à côté des valeurs avec des chiffres précis, eh bien, faire jouer le sens clinique. Et si vous sentez que c'est un patient qui répond bien au bronchodilatateur parce qu'il a encore des bronches qui sont répandues, il faut considérer ça comme un test positif. La deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, et là encore, c'est M. Alvin Leroy-Barak qui avait introduit la notion comme quoi les patients BPCO et emphysémateux ont un test de réversibilité négatif, des bronches qui sont fixées, et les asthmatiques ont un test de réversibilité positive. Aujourd'hui,
eh bien, on ne pense plus du tout comme ça. Les BPCO, certains patients BPCO peuvent avoir un test de réversibilité positif et certains asthmatiques, et notamment les asthmes vieillis, peuvent avoir un test de réversibilité négatif. Donc, en fait, je dirais qu'un test de réversibilité ne traduit que la capacité de nos bronches à répondre à un bronchodilatateur. Et en pratique, ça traduit eh bien, le fait que ces bronches ne sont pas encore très sclérosées ne sont pas encore trop sclérosés et donc on peut avoir une intervention thérapeutique. C'est ce qu'on appelle des traits traitables. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre Ben, question, je crois mais en tout que je pense que tu as répondu. Moi, je n'avais pas compris la question, mais ta cas, réponse fait que maintenant j'ai compris que la question était pertinente, effectivement. Tout à fait. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Il y a encore un micro d'ouvert. Monsieur Samb, monsieur ou madame Samb, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. je pense que l'organisateur peut le Non, mais faire, hein. Étienne, coupe son micro. Tu Ben, peux couper son micro. non, 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 je ne peux pas le faire. J'ai essayé de le faire déjà. Je ne peux pas, moi. Seul l'organisateur. Oui, Qui est oui, l'organisateur comme je parmi ne suis vous? pas l'organisateur. Alors, il y a une autre question C'est Chèque? Oui, c'est de check. Abdelkrim Moumen. L'intérêt du Z-score en pratique spirométrique de tous les jours. Ah oui, très bien. Donc, le Z-score, c'est le GLI, hein. Donc, en fait, en fait, vous savez que jusqu'au Z-score, on avait fixé de façon relativement arbitraire la normalité, entre guillemets. C'est un terme qu'il faut manier vraiment avec des pincettes. La normalité comme étant des valeurs supérieures à 80% des valeurs théoriques. Alors que le Z-score, eh bien, ça détermine la partie de la population qui font partie soit des 5% supérieurs, soit des 5% inférieurs. Et donc, ça fixe deux limites, ce qu'on appelle le limite inférieur de la normalité et le limite supérieur de la normalité, de LIN et le LSN. Voilà. Et donc, ça vous permet de dire que, et ces deux limites-là varient avec l'âge. Varient avec l'âge et notamment pour le rapport VMS sur CVF. Pour être tout à fait pratique, nous savons que chez un sujet jeune, le rapport VMS sur CVF est bien supérieur à 70%. Il est autour de 75. Et donc, quelqu'un qui a moins de 40 ans a un rapport VMS sur CVF de 74%, c'est quelqu'un qui est déjà très probablement obstructif. Euh, D'accord? Puisque c'est autour de 75%. Alors que chez des personnes âgées, on a l'habitude de dire que lorsqu'on a 70 ans, eh bien, avoir un rapport VMS sur CVF à 70 ou à 69, c'est très bien. Parce que chez ceux-là, ils sont plutôt à 68 ou à 67. Et donc, prendre un rapport fixe comme ça pour tout le monde et pour tous les âges, eh bien, ça vous donne des faux positifs et des faux négatifs, ce qui n'existe pas avec le Z-score, puisque les limites inférieures et supérieures de la normale varient avec l'âge. Merci. Très bien, merci. Eh Est-ce bien, qu'on a d'autres commentaires dans la salle? Je pense je- qu'on a fait le tour. Je vais regarder à nouveau. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on en est presque déjà à plus de 90 minutes. Donc, notre session va se terminer bientôt. Ah, il y a une dernière petite question. Je pense qu'on a le temps, bougez pas. Oui, oui. Ça vient encore de M. Waghini. Les aliens sont-elles juste une option ou sont-elles indispensables dans un appareil de spirométrie? Alors, moi, je dirais qu'elle devrait être indispensable, hein. Donc, je pense qu'avec le GLI maintenant, eh bien, je pense il faudrait appliquer les LIN. Cela étant dit, que je vais prendre juste 2 minutes pour expliquer le GLI, qui est une idée géniale, mais qui est améliorable. Parce qu'en fait, le GLI, alors,
vous savez comment on construisait les équations de référence anciennement. C'est qu'on se base sur une population de quelques centaines, voire 1 ou 2 milliers de patients et provenant d'une région. Et puis ensuite, on dresse une équation de régression et qui détermine l'équation de référence. Le GLI se base sur des données réelles provenant de toutes les parties du globe. Ce qui fait que le GLI, dans sa formulation actuelle, a un gros défaut, c'est qu'il manque, notamment concernant les volumes, des données provenant de l'Asie et de l'Afrique. Ce qui fait que le GLI, les équations du GLI seront d'autant plus robustes que si les données qui permettent de nourrir ces équations sont nombreuses. Et comme pour l'instant, les données sont trop peu nombreuses pour l'Afrique et pour l'Asie, l'équation des GLI ne sont probablement pas très exactes. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Et donc peut-être que dans le futur, avec la participation de beaucoup plus de centres en Afrique et d'Asie, ces équations vont améliorer. Voilà, donc et c'est pour ça que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les équations pour les populations caucasiennes en Europe ou bien en Amérique du Nord, ça marche. Maintenant, pour les patients provenant d'autres régions du globe, moi, j'applique toujours les corrections classiques et je ne me base pas sur des ADN ou bien sur les limites supérieures de la normale. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le chat? Je ne pense pas. Non, je ne Écoutez, crois pas. on se rapproche de la fin. Oui. Je voudrais encore remercier le professeur Antoine pour cet excellent exposé. Et comme à l'habitude, on va faire nos petites annonces pour les prochaines visioconférences. Donc, je vous inviterai la semaine prochaine, mercredi, le 8 février. Ce sont des conférences qui ne sont pas organisées par nous, mais auxquelles nous collaborons. Donc, c'est une conférence organisée par la chaire de l'UNESCO et l'Université du Québec à Montréal. C'est mercredi prochain, le 8 février, le modèle démocratique à l'épreuve de l'expérience africaine. Donc, ce sont des conférences interdisciplinaires ouvertes à tous et pour ceux qui consulteront le bulletin du GRISOP, ces conférences-là sont tous annoncées. Le lendemain, le 9 février, dans le cadre de nos conférences actualités, nous allons recevoir le professeur Bruno Giraudot, qui est un biostatisticien et qui va nous parler des méthodes d'une intervention lorsque la randomisation des patients ne suffit pas. Et il va faire un exposé autour de la randomisation en cluster, ce qui est un principe un peu différent, mais qui peut être extrêmement utile. Le 16 février, donc une semaine plus tard, le jeudi 16 février, dans le cadre de nos conférences GRISOF, nous accueillerons le professeur Nafissatou Touré de Dakar au Sénégal qui va faire des cas cliniques, donc depuis Dakar. Et ça, c'est extrêmement intéressant et instructif pour vos résidents. Donc, je vous invite à les inviter à assister. Et finalement, aussi dans le cadre d'une collaboration, mais cette fois-ci avec la FIFOG, la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, mercredi le 22 février, nous aurons un quatuor qui va nous parler des hémorragies du postpartum. Donc, voici pour les petites annonces. Et puis, sur ces quelques mots, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, selon vos fuseaux horaires, une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi. Et merci encore au professeur Antoine pour son excellent exposé. Merci, Merci Étienne. Super. Check, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, arrêter l'enregistrement, mon ami? Ça, c'est Étienne qui doit le faire. Non, c'est Chèque Non, qui c'est doit le Chèque faire. qui doit le faire. Voilà, il doit le faire, mais... Écoutez, je propose qu'on... Ah oui, il est là. Peux-tu cesser l'enregistrement, mon ami? Oui, je l'arrête alors.